Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Deck Tech. Donc Deck Tech d'un pack Commander que je joue, que j'aime beaucoup jouer, qui est celui de Niv Mizzet. Alors avant de vous présenter le Commander et un petit peu le deck en question, je sais que peut-être certains d'entre vous arrivent ici via mon ancienne chaîne YouTube qui parlait de métal, qui s'appelait Metal Braze. Cette chaîne n'est pas fermée, elle est en pause quasi définitive, on va dire, mais j'avais envie de ressortir la caméra pour vous parler un petit peu d'une de mes autres passions dans la vie, à savoir Magic l'Assemblée, Magic the Gathering, et plus particulièrement le format Commander EDH. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis un grand fan de Magic, et du coup, voilà, j'avais envie de vous présenter cette petite vidéo. Donc je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le format Commander, qui est un format particulier de Magic. Enfin, je vous explique rapidement. D'habitude à Magic on joue avec 60 cartes et on a droit à 4 exemplaires de chaque carte normalement. Le format Commander est un format de 99 cartes plus une carte spéciale, à savoir une créature légendaire ou un Planeswalker légendaire, qui va nous servir de commandant. Donc tout le deck va s'articuler autour de cette carte et va devoir respecter le code couleur de la carte, donc savoir le coût de convertir en mana et éventuellement des coûts supplémentaires ici, et on va devoir donc construire notre deck autour de ça. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de ce pack Niv Mizzet Parrain, que je joue pas mal, que j'avais build à la base plutôt pour du Commander multi, que pour l'instant j'ai pas encore eu l'occasion de sortir en Commander multi, mais qui marche très bien aussi en duel Commander, avec lequel je m'amuse beaucoup, qui est vraiment fun à jouer, et globalement assez fort, malgré le fait que je sais qu'il pourrait être encore améliorable. Il y a certaines cartes que je joue pas pour des raisons de prix, déjà, dans un premier temps, mais aussi certaines cartes que j'ai pas mis, genre Sol Ring, que je pourrais rentrer en Commander multi, mais comme c'est vrai que je les joue en duel Commander, pour l'instant, je ne les mets pas. Donc, je vais vous présenter un petit peu les cartes et vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors, Niv Mizzet, dans un premier temps. Donc, voici notre commandant, Niv Mizzet Parrain, qui est une carte issue du set Les Guildes de Ravnica. Donc, pour 6, c'est une 5-5, un dragon et sorcier légendaire avec le vol qui ne peut pas être contrecarré. Toute la dynamique du pack va s'articuler autour de ces deux effets juste ici. Donc le premier, à chaque fois que vous piochez une carte, Niv Mizzet Parrain inflige une blessure à n'importe quelle cible, et à chaque fois qu'un joueur lance un sort d'éphémère ou de rituel, vous piochez une carte. Donc vous comprenez pourquoi je l'avais plutôt pensé à la base pour le Commander multi. Il est vrai que son deuxième effet est extrêmement fort en Commander multi, parce qu'à chaque fois, on va peut-être pouvoir piocher 3, 4 ou 5 fois jusqu'à retrouver notre tour, lorsqu'on joue avec 3 joueurs ou 4 joueurs. Et c'est vrai que du coup cet effet est extrêmement fort, parce qu'à chaque fois il peut infliger une blessure à n'importe quelle cible. Blesser ou tuer une créature qui nous dérangerait, ou tout simplement infliger les points de dégâts directement à nos adversaires. À savoir que l'une des règles du commandeur est qu'on peut avoir son adversaire avec des blessures de commandement. Donc, étant donné que c'est Niv Mizzet Parrain lui-même qui les inflige, on peut très facilement arriver à ce chiffre au bout d'un certain temps, aux blessures nécessaires. Et donc voilà, on va dire à partir de quoi va s'articuler autour de quoi va s'articuler le deck. Donc vous vous en doutez, il y aura beaucoup d'éphémères ou de rituels dans ce deck, forcément, parce qu'on va essayer de maximiser tout simplement la performance de notre commandant. Et à savoir que c'est un bleu-rouge, Izzet. Donc ce qui s'appelle Izzet à Magic, bleu-rouge. Donc le bleu, plutôt la couleur du contrôle. À savoir c'est la couleur principalement des contresorts, des boons, une couleur qui fait énormément piocher également. Et le rouge c'est la couleur plutôt des dégâts directs, des créatures vives. Voilà, donc en fait on va d'une certaine façon contrôler dans un premier temps et ensuite pouvoir effectuer des sorties plus agressives, ou alors tempo un petit peu, c'est-à-dire empêcher que nos adversaires prennent le dessus d'un point de vue agressif ou d'un point de vue contrôle, et une fois qu'on a à peu près stabilisé la game, envoyer des petits pichenettes de temps en temps qui vont permettre de fatiguer et tuer nos adversaires. Donc je vais mettre la carte juste ici pour que vous puissiez avoir la synergie à chaque fois, et ce que je vais commencer à faire, c'est vous présenter les créatures que je joue dans ce pack dans un premier temps. Alors, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même qui sont assez importantes. Dans un premier temps, je vais vous parler du dragon rouge. Donc, qui est un dragon également. Hop, alors attendez, je range ça. Qui est un dragon issu du set Donjons et Dragons.
qui n'a pas une force et un body incroyable. Pour 6, c'est une 4-4 vol. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand il arrive sur le champ de bataille, il affiche 4 blessures à chaque adversaire. Là en multi, ça peut être un kill, surtout en fin de game. Quelque chose d'assez puissant. Et on a quelques trucs qui nous permettent de booster les dragons, de booster des créatures dans ce pack. Donc malgré tout, il arrive à peu près à faire le travail. Il est foil en plus. Mais c'est une carte que je pourrais éventuellement sortir un peu plus tard. Pour l'instant, je le joue. Et il a quand même globalement plutôt fait le travail pour l'instant. Ensuite, hop, le dragon crépitant. Pour 4, c'est une étoile 4 avec le vol. Alors, étoile. Sa force est égale au nombre total de cartes d'éphémères et de rituels que vous possédez en exil et dans votre cimetière. Donc, très souvent, elles vont être plutôt dans le cimetière. Si on se fait exiler notre cimetière, ça peut être bien, mais c'est assez rare que la configuration arrive. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est que quand il arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte. Donc en fait, généralement quand on le joue en late game, il est déjà assez costaud, et ça m'est déjà arrivé de terminer des parties avec, notamment quelque chose d'assez amusant où contre un ami en fait qui jouait Meule, il a complètement rempli mon cimetière et j'ai sorti cette carte en fin de game, et je me suis retrouvé avec une 19 ou 24 vol qui pouvait pas bloquer et avec lequel je l'ai instant kill. En plus, il permet de piocher. Or, piocher à Magic, c'est extrêmement fort, non seulement parce que ça nous permet de trouver des solutions, mais en plus parce qu'avec la dynamique de Niv-Mizzet, évidemment, on va infliger une petite blessure à un adversaire. Donc forcément, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Ensuite, le dragon hypersonique, Hypersonic Dragon, carte d'Iconic Masters. Pour 5, c'est une 4-4 avec le vol et la célérité. Il a le type dragon également. Ce qui est très intéressant, alors déjà c'est une carte assez agressive et vous voyez qu'il combine plutôt bien le côté bleu avec tout ce qui va être sorcery spells. Donc sorcery ce sont les rituels et haste, la célérité. Donc c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on va pouvoir le poser sur le champ de bataille, on va pouvoir attaquer directement avec lui. Et c'est extrêmement fort parce que ça va nous permettre de nous donner le flash à tous nos rituels, à savoir que les cartes, je remets Niv-Mizzet ici, à savoir que les cartes d'éphémères et de rituels, normalement les cartes d'éphémères on peut les jouer à peu près n'importe quand pendant notre tour, mais également pendant le tour de l'adversaire. Les rituels, on peut les jouer que normalement pendant notre tour, sauf si un type de carte a le flash. Le flash, ça donne à peu près au type de carte le même effet que les éphémères, c'est-à-dire qu'on peut les jouer à peu près n'importe quand. Donc ça nous offre un panel de réponses beaucoup plus large, y compris pendant les tours de l'adversaire, et c'est exactement ce qu'on cherche à faire pour pouvoir contrôler à peu près la game. Et malgré tout, il reste quand même avec un body assez correct, une 4-4 vol célérité, ça fait le travail. Ensuite, une carte assez récente, mais très drôle, Triskaidekafil. Pour 2, c'est une 1-3. Carte du dernier, alors du set Innistrad qui a été consacré principalement au loup-garou qui est sorti récemment. Donc c'est une humain et sorcier qui dit il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. C'est très bien parce que étant donné qu'on pioche beaucoup, on va éviter de se défausser. Et au début de votre entretien, si vous avez exactement 13 cartes en main, vous gagnez la partie. Et pour 4, on pioche une carte. Alors ça m'est jamais arrivé de gagner avec elle, mais je sais que ça peut être une source de victoire alternative. C'est aussi pour ça que je l'ai mis dans le pack, au-delà du fait qu'elle permet de ne plus donner de limite au nombre de cartes dans votre main. Donc ça donne quand même pas mal de possibilités assez intéressantes. Ensuite, toujours Guild of Ravnica, il y a pas mal de cartes du set, mais en même temps c'est assez normal parce qu'elle matche bien avec Niv-Mizzet. Donc Mystique Bruissant, Humain et Sorcier là aussi. Pour 4, c'est une 1-5, donc un très bon bloqueur. On est très content contre les decks aggro, même si, bon, pour 4, 5 de défense, généralement c'est déjà un peu tard. Mais ça peut quand même faire le travail. Ce qui est assez intéressant, là encore, c'est son deuxième effet. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, créez un jeton 1-1 bleu, oiseau et illusion avec le vol. Donc vous vous en doutez que dans ce pack, on en joue beaucoup. Ça permet de faire beaucoup de boards, de protéger nos points de vie, de pouvoir aussi éventuellement aller mettre des dégâts, tout simplement parce qu'on peut se retrouver avec des créatures avec le vol que nos adversaires ne peuvent pas bloquer. Donc il permet de bien remplir le board. Ensuite, le Goblin Electromancer, Goblin Electromancer. Toujours Guild of Ravnica, il n'a pas grand chose à faire plutôt que de nous aider à jouer nos sorts d'éphémères et de rituels qui, quand ils sont sur le champ de bataille, enfin quand il est sur le champ de bataille, coûte 1 de moins à lancer. Un classique en IZ qui est beaucoup joué.
hop. Le guilde mage de la ligue. Pour 2, c'est une 2-2. Son intérêt, ça va être principalement de nous apporter, donc là encore, de la value, de l'avantage. Pour 4 et en l'engageant, on pioche une carte. C'est un petit peu moins fort que Triskelion et Cafil parce qu'on est obligé de l'engager et du coup on peut le faire qu'une fois par tour. Mais son deuxième effet, c'est que pour X et un rouge, on peut l'engager et copier un sort d'éphémère ou de rituel ciblé que vous contrôlez, ayant un coût converti de mana de X. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour la copie. Ce qui est extrêmement bien parce que en gros, on a pas mal de contre-sorts qu'on joue pour 1 ou 2. Donc pour 1 ou 2 supplémentaires, ce qui n'est pas énorme, hein. En soi on peut, du coup il suffit qu'on ait 6 mana sur le champ de bataille, on peut copier un sort d'éphémère ou de rituel qui va nous apporter énormément d'avantages. Donc ça fait plein de trucs, ça fait piocher 2 fois, ça bounce 2 créatures, ça détruit 2 créatures, ça met 2 fois plus de dégâts directs à un adversaire. Ça fait quand même plutôt le travail. Le dracon du logoriphe, que je vais présenter assez rapidement parce que c'est exactement la même chose que le dracon crépitant qu'on avait vu tout à l'heure. Donc c'est une étoile 4 pour 3 avec le vol. Il coûte 1 de moins et son principe est le même. Sa force est égale au nombre de cartes d'éphémères et de rituels, mais cette fois dans le cimetière. Si elles sont exilées, malheureusement, il redevient une 0-4. C'est un peu son seul désavantage, mais malgré tout, c'est quand même plutôt une bonne carte, à peu près dans la même configuration que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand on a joué déjà pas mal d'éphémères ou de rituels, on est très content de l'avoir sur le champ de bataille pour aller mettre des gros pâtés. Ensuite, un autre Niv-Mizzet. Alors, ce qui est assez rigolo avec ce Niv-Mizzet là, c'est que son effet est inversé par rapport à son cher petit voisin. J'espère que ça va aller niveau bruit. Alors, donc, hop, attendez, vous n'allez pas voir. Donc ce Niv-Mizzet là, pour 5, c'est une 5-5. Il est un petit peu moins cher à cast, et surtout qu'en plus, pour le coup, lui, on peut le builder avec de l'incolore, donc ça, on est plutôt globalement content. À chaque fois qu'il inflige des blessures à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Donc c'est l'inverse, au lieu d'infliger quand on pioche quand il inflige. Et pour 2, il inflige une blessure à une cible, créature ou joueur. Donc il est un peu moins fort que son voisin, mais disons que si on s'est fait gérer celui-ci, on est quand même assez content d'avoir celui-ci sur le board pour quand même à peu près appliquer notre mécanique, même si évidemment on peut pas avoir de combo, ou en tout cas pas comme ça. Je vais vous montrer un petit peu les quelques combos que j'ai dans le pack, j'en ai 2 principalement. Et voilà, il fait quand même globalement le travail lorsque son voisin s'est fait gérer ou coûte un coût totalement exorbitant à recaster. On est quand même assez content de l'avoir. Ensuite, une carte d'Amonkhet, le mage Scarifiam, pardon. Pour 1, c'est une 1-2 avec la prouesse. Alors la prouesse, il me semble... Alors attendez, je vais vérifier le mot-clé, mais il me semble que c'est quand on inflige une blessure à un adversaire, on met autant de marqueurs -1/-1 sur une cible. Il y a quelque chose comme ça. Attendez. Alors non, voilà, je me suis trompé. Donc, c'est à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Voilà. Donc, forcément, on va lancer pas mal de sorts non créatures, donc elle peut grandir. Et c'est son deuxième effet. Donc, si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures non combat à une créature, autant qu'un adversaire contrôle, mettez autant de marqueurs -1/-1 sur cette créature à la place. Donc imaginez un peu la situation. Vous avez, je sais pas, une créature verte à 7/7. Vous avez le mage Scarifiam et vous avez Niv-Mizzet sur le champ de bataille. Vous lancez je sais pas, une bolt ou un choc, quelque chose qui enlève des points de vie, qui va blesser la créature. Vous pouvez remettre une blessure à cette même créature et ensuite mettre autant de marqueurs -1/-1 sur la créature. Donc en gros, ça permet de détruire des créatures beaucoup plus facilement et pour beaucoup moins cher, en n'utilisant qu'un seul éphémère au lieu de 2, sans être obligé de sacrifier certaines de nos créatures. Donc en fait, malgré le fait qu'il soit rouge, il a quand même un effet de gestion qui est assez fort et qui fait bien le travail, surtout en début de game, parce que souvent on aime bien le caster tour 1 ou tour 2 avec son coût converti de mana de 1. Voilà, il permet d'énormément ralentir la progression de l'adversaire et du coup, après, le board est à nous. On peut faire à peu près ce qu'on veut. Alors, un grand classique en bleu que j'ai eu la chance d'ouvrir en carte de la liste, le Snapcaster Mage. Donc, c'est une 2-1 pour 2 avec le flash. Donc, je parlais du flash tout à l'heure, on peut le jouer quand on veut.
ce qui est absolument génial, c'est que quand il arrive sur le champ de bataille, un éphémère ou un rituel qu'il y a dans notre cimetière a le flashback. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il est dans le cimetière et on peut repayer son coup de mana pour pouvoir le jouer depuis notre cimetière et ensuite il retourne au cimetière définitivement. Voilà, et on peut faire ça jusqu'à la fin du tour. Donc forcément, c'est très fort parce que on le joue, on va chercher exactement l'éphémère ou le rituel dont on a besoin. Et on le joue pour faire ce dont on a besoin à ce moment-là. Pareil, bouncer une créature, contrecarrer un sort, à peu près tout ce qu'on veut. Donc c'est extrêmement fort. Et puis après, une fois qu'il est sur le champ de bataille, il peut servir à bloquer, évidemment. On est content. Hop. Ensuite, une carte de Theros. Le dragon au souffle de tempête pour 5, c'est une 4/4 vol célérité, protection contre le vent. Le blanc. Donc c'est un body quand même assez costaud, qui fait plutôt bien le travail, là encore on est d'accord. Pour 7, il a la monstruosité 3. Donc la monstruosité 3, si cette créature n'est pas monstrueuse, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur elle et elle devient monstrueuse. Alors, quand il devient monstrueux, il inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal au nombre de cartes dans la main de ce joueur. Donc c'est plutôt costaud. Déjà que techniquement il va souvent mettre 4 assez rapidement, on peut ensuite mettre des gros pâtés avec lui. Et comme il a le sous-type dragon, on est content. Encore un dragon, et c'est la dernière créature que je vais vous présenter, le Spellbound Dragon. Alors, pour 5, c'est une 3/5 vol. Quand il attaque, on peut piocher une carte et ensuite se défausser d'une carte. Il va ensuite gagner +X, +0 jusqu'à la fin du tour, X étant le coût converti de mana de la carte. Donc là c'est assez pratique si jamais on se retrouve avec suffisamment de mana pour le cast, mais qu'ensuite on n'a pas du tout de mana pour jouer je sais pas, quelque chose qui coûterait 6 ou 7 dans notre main. On va pouvoir se défausser de cette carte et du coup quand même mettre énormément la pression avec lui. De la même façon que c'est un effet de loot, parce qu'on va piocher puis se défausser d'une carte. Donc s'il y a des cartes dans notre main qui sont devenues inutiles au cours de la game, il va nous permettre de faire beaucoup de cartes advantage. Donc on est quand même aussi assez content de l'avoir. Et c'était la dernière créature. Donc vous voyez, j'en joue pas beaucoup, ce qui est assez normal souvent dans les decks IZ. Il y a certains decks IZ qui n'ont aucune créature avec eux. Et maintenant je vais vous parler un petit peu des enchantements. Alors, j'en joue quelques-uns quand même, et je vais commencer par vous présenter les deux combos du pack que je vais mettre ensemble parce que c'est exactement la même chose, c'est juste que j'ai pas le même coût converti de mana. Alors, je vais commencer par curiosité. Donc curiosité, pour 1. À chaque fois que la créature enchantée blesse l'un de vos adversaires, vous pouvez piocher une carte. Je vous explique un petit peu la dynamique pour ceux qui ne l'ont pas. Donc, Niv-Mizzet est sur le champ de bataille. On l'équipe avec curiosité pour 1. On se retrouve donc comme ça. A chaque fois que vous piochez une carte, il va infliger une blessure à n'importe quelle cible, et ensuite, à chaque fois que la créature enchantée blesse l'un de vos adversaires, vous pouvez piocher une carte. Ce qui est important ici, pour ce combo, c'est que ce soit Niv-Mizzet qui va infliger une blessure. C'est pas nous, entre guillemets, qui allons infliger une blessure, c'est la créature. Donc la créature enchantée blesse l'un de vos adversaires, vous piochez une carte, vous blessez, vous piochez une carte, etc., etc. Et on se retrouve avec un combo qui va nous permettre de kill un adversaire instantanément. Œil Ophidien, c'est exactement la même chose. À chaque fois que la créature enchantée inflige des blessures à un adversaire, vous pouvez piocher une carte. Il coûte 3, la seule différence, c'est qu'il a le flash. Ça m'est jamais vraiment arrivé de le jouer avec le flash. Peut-être si un adversaire joue à un moment un éphémère, on est content de l'avoir avec le flash pour surprendre, mais en soi, on va plutôt attendre que l'adversaire soit full tap pour pouvoir lancer ses combos, histoire d'être sûr de ne pas se les faire gérer. Et ça fonctionne très bien. Ensuite, carte de Donjons et Dragons également, j'aime beaucoup les classes de Donjons et Dragons, le set était pas fou, mais les classes étaient vraiment bien. Du coup, la classe magicien, pour 1, il n'y a plus de limite au nombre de cartes dans votre main. Donc, même effet que la créature Triskaïd et Kafil tout à l'heure, on est très content parce que ça nous permet de tout simplement avoir une main la plus remplie possible. Et comme on pioche beaucoup, souvent on est content. Son niveau 2, pour 3. Quand cette classe devient niveau 2, piochez 2 cartes. Donc là c'est pareil, pour 3 piocher 2, on est content, c'est quand même assez fort. Et son troisième et dernier niveau,
Pour 5, à chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et ce sont des marqueurs permanents, c'est pas jusqu'à la fin du tour. Donc quand Niv-Mizzet est sur le board et que la classe magicien est sur le board, on peut se retrouver avec une créature gigantesque. Clairement, hein, si on imaginez juste la situation. On se retrouve avec Niv-Mizzet qui est 5/5. On a la classe magicien. Il y a 3 éphémères qui sont joués dans le tour. On va se retrouver tour suivant avec un Niv-Mizzet qui va être 8/8 vol. Et qui va ensuite continuer à grossir s'il n'est pas géré. Donc la classe magicien, ça fait quand même extrêmement bien le travail. Ensuite, une carte des combattants d'Ixalan, Obsession Curieuse, qui n'est pas un combo, mais qui pourtant emprunte certaines des mécaniques qu'on a pu voir sur l'œil ophidien et Curiosité de tout à l'heure. Donc c'est un enchantement de créature, elle va gagner +1/+1, de façon permanente, et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Au début de votre étape de fin, si vous n'avez pas attaqué avec une créature ce tour-ci, sacrifiez l'Obsession Curieuse. Le seul problème, c'est que ce sont de blessures de combat, donc on est obligé d'attaquer avec, d'où le fait que ce soit pas un combo. Ça permet quand même de comboter un peu, et surtout de faire énormément de cartes advantage, mais bon, c'est un peu moins fort que œil ophidien ou que Curiosité. Mais on est quand même content de pouvoir jouer ça pour 1. Ça ferait une Niv-Mizzet qui serait 6/6. Et ça fait quand même le taf. Ensuite, Crucible of Fire. Donc vous avez vu qu'en créature, je jouais pas mal de dragons. Et bah là, pour 4, les dragons que vous contrôlez gagnent +3/+3. Donc Niv-Mizzet devient à ce moment-là une 8/8. 8/8 vol. On est quand même plutôt content, ça fait le travail. Voilà, donc ça, généralement, quand je le pose, ça se fait gérer quasiment instantanément. Ensuite, Manteau de Dragon. Pour 1, c'est un enchantement créature. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte. Donc là, c'est pareil, hein, carte advantage. Ce qui est en rouge, en plus, c'est plutôt bien, on est content. Et la créature enchantée a, pour 1 rouge, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Ça peut permettre de mettre les derniers points. Quand on a une créature avec le vol qui peut pas être géré parce que l'adversaire a pas d'autres créatures avec le vol, pas de truc avec la portée, pas de truc pour boons ou pour engager la créature. On va engager autant de mana rouge qu'il faut pour faire grossir la créature et aller foutre les derniers dégâts dont on a besoin. Là encore, ça marche bien. Ensuite, Fireman's Research. C'est un enchantement. À chaque fois que vous jouez un sort d'éphémère ou de rituel, mettez un compteur charge sur cet enchantement. Pour 2 et un bleu, on enlève 2 compteurs charge et ça permet de piocher une carte. Pour 2 et un rouge, on enlève 5 compteurs charge et ça permet de mettre 5 dégâts à n'importe quelle cible. Autant vous dire que normalement, quand il est là et qu'il ne se fait pas gérer des compteurs, on a l'embarras du choix. Donc ça permet là encore, c'est pareil, d'aller chercher, en tout cas de trier la bibliothèque. Ça permet d'aller mettre des dégâts ou de gérer des créatures. Ça permet de faire énormément de choses dans ce pack et ça se joue très très bien. Vent favorable. Les créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent +1/+1 pour 2. C'est extrêmement fort. On ne joue quasiment que des créatures avec le vol. Parce que certaines n'ont pas le sous-type dragon, mais le sous-type dracon. Et dans ce cas, Crucible of Fire que j'ai présenté tout à l'heure ne fonctionne pas. Mais Vent favorable fonctionne. Et là aussi, c'est très bien. Ensuite, Curator's Ward. Pour 3, ça permet d'enchanter un permanent. Donc créature, terrain, enchantement, etc. Et le permanent enchanté a la défense talismanique. Quand le permanent enchanté quitte le champ de bataille, si c'était un permanent historique, on pioche 2 cartes, donc à savoir les créatures légendaires ou artefacts légendaires. Les artefacts et les sagas sont historiques. Ça permet de donner la défense talismanique, c'est très fort. Si jamais ça meurt, ça permet de faire du card advantage, donc ça fait aussi bien le travail. Pardon. Alors, la conjecture Mirari. Pour 5, c'est une saga. Donc, on en parlait là justement à l'instant. Les sagas, c'est, vous savez, en gros, quand vous la posez, d'abord, il y a son effet 1. Ensuite, au début de votre entretien, de votre entretien suivant, il y a le deuxième effet. Et ensuite, le troisième effet. Et ensuite, ça va au cimetière. Alors, la conjecture Mirari, qu'est-ce que c'est ? Ça nous permet en fait de réanimer des instants et des sorceries. Donc son premier effet, c'est faites revenir une carte d'éphémère depuis votre cimetière dans votre main. Son deuxième, on fait la même chose avec une carte de rituel. Donc là c'est pareil, hein, c'est un effet Snapcaster Mage pour un peu plus cher, mais qui nous permet de faire remonter les trucs dans notre main.
c'est-à-dire de pas juste les jouer au moment où le tour est arrivé, on peut les garder dans notre main pour plus tard, un bon contre-sort ou un boon qu'on voudrait garder pour une plus grosse créature. Voilà. Et ensuite son troisième effet, jusqu'à la fin du tour, à chaque fois que vous jouez un sort d'éphémère ou de rituel, copiez-le. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour la copie. C'est pareil, ça permet de tout dédoubler, donc c'est forcément très très fort. Hop. Et le dernier enchantement que je joue dans ce pack, c'est Assaut du Caveau. Carte là encore des combattants d'Ixalan. Carte retournable, il y avait pas mal d'enchantements retournables qui se jouaient, qui étaient assez sympas. Donc pour 4, à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton artefact incolore trésor avec, engagez-le, sacrifiez cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Étant donné que Niv Mizzet est assez coloré à aller caster, on est très content de pouvoir jouer ça, d'autant plus que les artefacts trésors ça permet aussi de ramper. Et si jamais on ne les sacrifie pas, au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 5 artefacts, ce qui globalement arrive assez vite, transformez l'assaut du caveau, qui devient à ce moment-là le caveau de Catlacan, un terrain légendaire qui permet d'ajouter un mana de la couleur de notre choix, et de l'engager pour ajouter un mana bleu à notre réserve pour chaque artefact que vous contrôlez. Donc il est pas mal joué dans les decks artefacts. Moi je l'ai rentré dans celui-ci, je pourrais éventuellement le sortir si je venais à monter Joyra par exemple. Mais en l'occurrence, je le joue dans Niv Mizzet et il fait quand même aussi le travail de son côté. Ensuite, donc on a terminé avec les enchantements, je vais juste vous présenter rapidement le seul Planeswalker que je joue dans ce pack, à savoir Ral, Vice-Roi d'Izzet. Évidemment, on joue Izzet, on joue Ral. C'est le Planeswalker emblématique de cette bicolorité. Donc, pour 5, il arrive avec 5 marqueurs loyauté. On est plutôt content. Son premier effet, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Si jamais on a la conjecture Merari ou le Snapcaster Mage en main, ça nous fait pas peur de remettre dans le cimetière. Sinon, dans les deux cas, dans un autre cas, ça nous permet quand même de trier ce dont on a besoin et éventuellement. Voilà, c'est quand même plutôt assez fort. Son -3, Ral, Vice-Roi d'Izzet, inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre total de cartes d'éphémères et de rituels que vous possédez en exil et dans votre cimetière. Ce qui est un peu pénible, c'est que c'est à une créature ciblée. Évidemment, ce serait très fort si c'était à n'importe quelle cible, mais en soi, ça peut quand même faire à peu près le travail. Le seul problème, c'est que si on le caste, après, on est obligé de refaire notre plus simple, donc bon, il ralentit un petit peu. Mais ça fait anti-bet assez costaud quand même, mine de rien. Et son -8, donc son ulti, vous gagnez un emblème avec à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, cet emblème inflige 4 blessures à n'importe quelle cible et vous piochez 2 cartes. Bon, du Izzet classique. Ça m'est jamais arrivé encore d'aller jusqu'à son ulti, mais son ulti c'est quasiment un kill. Clairement, il suffit que tu joues une bolt et ça t'inflige 7 main phase sans même avoir à utiliser tes créatures et Niv Mizzet. Voilà, c'est quand même costaud. Voilà, donc on a terminé pour la partie avec les créatures et les enchantements, et maintenant on va passer aux éphémères et aux rituels. Alors je vais commencer par les éphémères, et vous vous en doutez, il y en a beaucoup. Hop, je les pose ici, et on est parti. Alors Unwind, pour 3, ça permet de contrer un sort non créature, et ce qui est très fort, c'est que ça contre donc un sort non créature pour 3. Ça vous me direz c'est pas terrible, mais surtout ça nous permet de détaper jusqu'à 3 terrains. Donc en fait c'est quasiment, alors pas exactement un sort joué gratuitement, mais en gros ça nous permet de revenir comme si on avait contré gratuitement et de rejouer derrière un contre-sort. Voilà, c'est extrêmement fort, évidemment. Ensuite, un autre contre-sort, Manalik, un grand classique des contre-sorts dans Magic. Contrer un sort ciblé, à moins que son contrôleur ne paie 3. 3 c'est beaucoup, hein. Je veux dire, si le mec joue un énorme ton en face qui coûte 8-9, et que nous on a ça, bah forcément il tire un peu la gueule. Voilà, pas grand chose à dire de plus. La Cryptic Command, un grand classique dans les éphémères en bleu à Magic, parce que ça permet de tout faire en fait, quasiment. Pour 4... alors, donc 3 bleus, il faut quand même les avoir. Ça, c'est un peu dur à caster en bicolore. Souvent, il est joué plutôt en mono bleu. Mais bon, en l'occurrence, je l'avais ouvert, donc forcément, on le joue.
Donc pour 4, on choisit 2 des 4 choses qui sont proposées ici. Contrecarrer un sort ciblé, en numéro 1. Ramener un permanent dans la main de son propriétaire, en 2. Engager toutes les créatures qu'un opposant contrôle, en 3. Et piocher une carte, en 4. Donc en soi, ça permet de contrer un sort, se sauver, par exemple. Ramener un permanent dans la main de son propriétaire, là c'est pareil, ça permet aussi de se sauver, mais en même temps, éventuellement, si jamais il y a un bloqueur avec la portée ou le vol qui nous embête, ça permet de tuer l'adversaire, c'est un kill. De la même façon que engager toutes les créatures que vos opposants, au pluriel, contrôlent, c'est un kill aussi. Et piocher une carte, on est content, surtout avec Niv-Mizzet qui inflige une blessure. Donc bref, ça fonctionne extrêmement bien. Ensuite, Flamme Vorace pour 3. Toujours en éphémère, elle inflige 3 blessures à une créature ciblée et 2 blessures au joueur ciblé. Donc en gros, pour 3, on a fait 5 blessures qu'on répartit, 3 sur une créature, 2 sur un joueur. C'est extrêmement fort. Ensuite, Charme d'Izzet. Classique, hein, quand tu joues Izzet, forcément, le nom est assez explicite. Pour 2, on choisit l'un. Soit on contrecarre le sort non créature ciblée à moins que son contrôleur ne paye 2. Donc c'est une forme de manélique. Soit il inflige 2 blessures à une créature ciblée, soit on pioche 2 cartes et on se défausse de 2 cartes. Donc en fait, soit c'est un frisson de probabilité, soit c'est une lightning strike, soit c'est un contre-sort. Et on choisit ça pour 2. Forcément, c'est très fort dans ce pack. Ensuite, commandement de Prismari. Peut-être là encore ainsi l'un des meilleurs éphémères du pack. Pour 3, on en choisit 2, donc à peu près le même effet que la Cryptic Command. Sauf qu'il y a le côté rouge en plus, donc vous allez voir. Soit il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible, soit on pioche 2 cartes puis on se défausse de 2 cartes, soit on crée soit un joueur ciblé crée un jeton trésor, soit on détruit un artefact ciblé. Bon voilà, ça fait à peu près tout. Détruire un artefact qui nous embête, ramper en créant un jeton trésor. Voilà, piocher 2 cartes, bon du coup c'est pareil, un frisson de probabilité, permet de nous faire du card advantage, ou mettre 2 blessures à n'importe quelle cible, ce qui peut être directement à un adversaire. Donc ça fait absolument tout dans ce pack. Bon, Foudre, carte assez emblématique de Magic sur laquelle je passerai assez rapidement, elle afflige pour 3 blessures à une cible, créature ou joueur. C'est extrêmement fort pour 1. Donc voilà, évidemment on la joue. Ensuite, Infusion Arcanique. Pour 2, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte d'éphémère ou de rituel parmi elles et la mettre dans votre main. Donc du card advantage. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors ce qui est bien, c'est que ça va pas au cimetière. Ça c'est cool. Ça permet quand même, alors certes, elles sont en dessous du pack, donc techniquement on les jouera jamais, ou quasiment jamais, mais ça permet quand même d'avoir un petit peu plus de réponses. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut le jouer avec le flashback. Donc en gros, on joue notre éphémère, il va au cimetière, et on pèse 5, on le rejoue, et il retourne au cimetière. Et du coup, on fait son effet 2 fois. Ensuite, une carte qui est pareil, très drôle, mais qui permet de tout faire, et puis l'illustration est géniale en plus. Avec ses chevaux et ses grenouilles. Alors, Polymorphis Jace, dont j'ai plus le nom en français, mais c'est Polymorphis quelque chose. Pour 3, toujours en éphémère, jusqu'à la fin du tour, chaque créature qu'un adversaire contrôle elles perdent toutes leurs capacités et habilités et deviennent des grenouilles avec une endurance et une force de base de 1-1. Sachant que, alors, ça fait absolument tout. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de nous sauver si jamais il y a une sortie super agressive en face, de tuer un adversaire si jamais il cherche à se défendre, ça peut aussi fonctionner. Ça fait anti-bet, parce que imaginez juste... imaginez, je sais pas, il y a une Guivremont des Chines ou une Galta, enfin une créature immense, un truc 12-12, 15-15, j'en sais rien en face. Ça devient une 1-1. C'est un éphémère. Du coup, effet de Niv-Mizzet, il inflige une blessure à n'importe quelle cible, on met ça sur sa créature, qui était 1-1, qui meurt du coup. Donc ça sert aussi d'anti-bet en fait, Polymorphis Gest. Et du coup, en fait, ça fait à peu près tout dans ce pack. C'est extrêmement fort. Généralement, quand je la sors, mes adversaires tirent un peu la gueule.
Parce qu'en plus, il y a ce côté assez inattendu, tu t'attends pas à attaquer avec des grenouilles 1-1, forcément. Bon, une autre carte emblématique de Magic, Shock, dans sa version... non, pas Amonkhet, Kaladesh. Voilà. Voilà, pour 1, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. C'est un peu moins fort qu'une foudre, mais on est quand même content. Et puis c'est une carte emblématique de Magic. Ensuite, pour 6, le brasier incontournable. Il ne peut pas être contrecarré. Donc ça, généralement, quand on joue contrôle contre contrôle, on est content. Il inflige 6 blessures à n'importe quelle cible. Ça peut être un joueur. Là encore, c'est pareil, c'est un kill dans ce pack. Quand tu le joues et que t'as Niv Mizzet sur le board, en gros, t'infliges 7. Généralement, en late game, quand t'as tes 6 mana, ton adversaire, il tire déjà un peu la langue. Donc c'est pareil, ça peut être un kill. D'autant plus qu'il peut pas être contrecarré. Ensuite, un autre contre-sort, Dissipate. Pour 3, on contre un sort ciblé. Ce qui est génial, c'est que c'est pas forcément non-créature, ça peut être créature, et c'est d'autant plus génial parce que si on a contrecarré un sort de cette façon, il va à l'exil et pas au cimetière, parce que forcément depuis le cimetière il pourrait être réanimé, là au moins on est sûr qu'il reviendra pas. Pour 3, c'est super fort. Quitte à jouer des contre-sorts, autant jouer le contre-sort, Counterspell forcément, dans sa version M25. Bon, pour 2, contrecarrer un sort ciblé, pas grand chose à dire de plus. De la même façon que Riposte du Sorcier, qui pour 3 permet de contrecarrer un sort ciblé, mais qu'on ne jouera jamais pour 3, qu'on va toujours jouer pour 1. Tout simplement... Ah, attendez, hop. Je refais un peu la mise up. Tout simplement parce que Niv Mizzet est dragon et sorcier. Et comme on joue quand même quelques sorciers dans le pack, ce contre-sort-là, on le jouera toujours pour 2. Ensuite, ébranler les fondations. Il inflige une blessure à chaque créature sans le vol et on pioche une carte. On joue quasiment que des créatures avec le vol dans le pack. Vous avez vu ça tout à l'heure. En plus, ça permet de piocher. En plus, ça permet à Niv Mizzet d'infliger une blessure supplémentaire. Du coup, en plus, comme c'est un éphémère, forcément, on pioche une fois, puis une deuxième fois. Bref, c'est très fort. Ensuite, Ionize. Donc là encore, un contre-sort, tout ce qu'il y a de plus IZ, parce que non seulement on contre un sort ciblé, mais en plus, il inflige... donc Ionize va infliger 2 blessures au contrôleur de ce sort. Donc voilà, tu contres un sort et tu fous une petite pichenette. On est content. Ensuite, frappe de la bourrasque. Pour 3, c'est un bounce, renvoyer une créature engagée, ciblée, dans la main de son propriétaire. Alors ce qui est chiant, c'est qu'il faut qu'elle soit engagée. Mais bon, généralement tu fais ça juste après le déclenchement de la phase d'attaque de ton adversaire, de la phase de combat. Et ça permet de piocher. Voilà, pas grand chose à dire de plus, ça fait aussi pas mal de trucs. La frappe foudroyante, même chose que foudre, mais qui coûte 1 de plus. 3 blessures à n'importe quelle cible. Ensuite, percesseur, contrecarrer le sort non créature ciblée à moins que son contrôleur ne paie 2. Généralement, c'est pas le meilleur contre-sort du monde. Ce qui est très fort, c'est qu'en fait tu peux le jouer tour 1. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure pour le match Carifam, mais on est généralement content quand on peut contrôler un minimum le board avant de pouvoir poser Niv Mizzet. C'est assez impératif, en tout cas ça aide énormément dans la façon avec laquelle le deck tourne. Donc forcément quand on a contre percesseur en main avant son premier tour, donc en main de départ, on est très très content. Ensuite, des invocations, renvoyer la créature ciblée dans la main de son propriétaire, donc c'est pareil, un bounce pour 1. De la même façon que claquement, sauf que claquement c'est beaucoup plus fort, ça coûte 2 pour le même effet, mais on dégage jusqu'à 2 terrains. Donc à peu près le même effet que Unwind dont on parlait tout à l'heure qui était un contre. Là, claquement c'est un bounce qu'on peut jouer quasiment gratuitement, dans le sens où voilà, on le joue, et ensuite on dégage les 2 terrains qui par exemple nous ont permis de le jouer, mais on peut également détaper un mana rouge, par exemple, pour aller mettre une foudre, j'en sais rien, enfin bref, ça fait plein de trucs, c'est très fort. Ensuite encore, un des contre-sorts les plus iconiques de Magic, Negate, négation, contrecarrer le sort non créature ciblée pour 2. Pas grand chose à dire de plus, c'est une carte qui est très souvent, quasiment tout le temps jouée en bleu. Option. Pour 1, on fait regard 1, donc on regarde la carte du dessus de notre bibliothèque, on peut la mettre
au-dessous de la bibliothèque. Et ensuite, on pioche une carte. Voilà, donc ça permet de piocher en fait la carte qu'on veut. Ça permet aussi, si jamais on a appliqué notre regard et que ça marche pas, de piocher autre chose. Voilà, c'est extrêmement fort, évidemment. Un autre petit contresort qu'on est content de jouer, gel immédiat, qui permet de contrecarrer un sort rouge ou vert ciblé. Alors, généralement, on est content de l'avoir quand on est contre des decks assez agressifs, forcément. En soi, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de me défausser de ce contresort, mais on est aussi content quand on peut le jouer, quand il remplit le cimetière pour pas mal de trucs, notamment les dracons. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Fissuration, carte qui est très jouée en commandeur dès qu'on joue rouge, mais en même temps c'est normal parce que ça fait plein de trucs pour 2. Soit on inflige 3 blessures à une créature ciblée, soit on détruit un artefact. Voilà, on a l'embarras du choix. Le frisson de probabilité, un grand classique également. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, on se défausse d'une carte et on pioche 2 cartes. Donc c'est du loot, c'est du card advantage, et c'est aussi la magnifique illustration des archives mystiques de Strixhaven. C'est une carte absolument magnifique dans cette illustration-là. Et le dernier éphémère, c'est Itération Zingante, que les joueurs de Magic Arena doivent détester, parce que je crois qu'elle a encore pas mal joué en Isette. En tout cas dans les cartes qui jouaient, dans les decks qui jouaient par exemple Alrond d'Épiphanie, etc. Donc pour 2, quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou de rituel ce tour-ci, copiez ce sort, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour la copie, et il a flashback 3. Bon, bah du coup on n'arrête pas de copier à donf. Hein. Et c'était le dernier éphémère, donc on va passer ensuite au rituel. Là encore, il y en a quelques-uns, un petit peu moins, mais on en joue quand même. Et on va commencer par Science environnementale, que je joue main deck. Alors je sais que c'est une leçon que je pourrais la jouer en side, mais en soi ça me dérange pas de la jouer main deck, parce que ça permet de me fixer. Donc pour 2, en incolore, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez, vous gagnez 2 points de vie. Donc c'est pareil, s'il nous manque un mana bleu, un mana rouge pour aller caster Niv Mizzet, on est très content. Ça permet ensuite de gagner 2 points de vie pour 2. Ça fait plein de trucs. Ensuite, Grésillement. Pour 3, il inflige 3 blessures à chaque adversaire. Assez costaud, surtout en commandeur multi. Étreinte de lave. Il inflige 4 blessures à une créature ciblée. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Donc là c'est pareil, on est super content. Ça sert d'anti-bet, en plus du coup si une créature a un converti de mana, enfin si une créature a une endurance de 5, on a étreinte de lave Niv Mizzet, on la gère et elle est exilée, donc on est sûr qu'elle ne reviendra pas. Donc ça marche aussi super bien. Éclair du flambeau, pour 3. Il inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre total de cartes, d'éphémères ou de rituels que vous possédez en exil dans votre cimetière. Donc en fait c'est le -3 de Ral, mais qu'on va jouer pour 3 en rituel. Et en plus il a relancé, donc vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière en vous défonçant d'une carte, en plus de payer ses autres coups. Puis exiler cette carte. Donc on peut la rejouer, c'est une sorte de flashback. Alors il faut exiler nous-mêmes, il faut se défausser d'une carte et ensuite elle est exilée, mais quand même ça fait quand même vraiment bien le travail. Double lancé, le nom est assez explicite. Quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou de rituel, vous pouvez copier ce sort et choisir de nouvelles cibles. Pas grand chose à dire de plus. Voile lancinante, en tant que coup supplémentaire, pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte et piochez 2 cartes. Donc en gros ça fait piocher 2 en se lootant de 1 pour un truc qui pourrait ne plus nous servir. On est quand même assez content, ça fait aussi bien le travail. Ensuite, Warlord's Fury. Les créatures que vous contrôlez gagnent First Strike, qui est l'initiative, jusqu'à la fin du tour. Donc l'initiative, c'est que nos créatures vont infliger des blessures de combat avant celles des adversaires. Donc en gros, par exemple, si une créature 5-5 que je contrôle se bat contre une créature 5-5 qu'un adversaire contrôle, et ben ma créature va survivre, alors que celle de l'adversaire va mourir tout simplement parce que je lui aurais mis mes points d'attaque, mes dégâts avant. Et ça permet de piocher pour 1. Assez costaud. Le problème c'est que c'est joué en rituel, mais bon. Tracer un cap, très fort ça aussi. Pour 2, piochez 2 cartes. Ensuite, défaussez-vous d'une carte, à moins que vous n'ayez attaqué avec une créature ce tour-ci. Très souvent, on pioche 2 pour 2.
c'est très rare qu'on se défausse d'une carte. Avec toutes les créatures vol qu'on a, on aime bien des fois quand même aller attaquer, forcément. Donc ça fait vraiment très très bien le travail. Et enfin, le dernier rituel que j'ai, c'est Geyser de mana, qui, pareil, peut servir de kill en fait, parce que ça nous permet tout simplement de caster tout ce qu'on peut avoir en main. Pour 5, donc de rouge, on ajoute autant de mana rouge à notre réserve pour chaque terrain engagé contrôlé par vos adversaires. Imaginez genre juste que vous jouez en multi et que sur la table vous ayez 10 terrains engagés. Et ben vous créez 10 mana. Tout simplement. Donc en fait, après vous pouvez caster à peu près ce que vous voulez. Et c'est forcément très très fort. Voilà, pour terminer, je vais parler des artefacts et de quelques terrains utilitaires que je joue. Je vais commencer par 4 artefacts assez classiques qui sont joués. Je vais les présenter comme ça parce que en soi, je pense qu'ils sont assez connus des joueurs de Magic. Alors, je l'ai en espagnol parce qu'elle coûtait moins cher, mais c'est la Commander Sphere. Hein. Donc pour 3 sphères de commandement, on l'engage et on ajoute un mana de n'importe quelle couleur de l'identité de notre commandant, donc en l'occurrence du bleu et du rouge ici. Et on la sacrifie, on pioche une carte. Ça marche forcément très bien avec Nidmisep, parce qu'en plus, le petit effet bonus, c'est que du coup, on va infliger une blessure. On est content. Sur le même principe, la manalite. Pour 3, on fait un mana de la couleur de notre choix. Et ensuite, 2 petits artefacts spécifiques à Izet. Donc d'abord le médaillon d'Izet. Pour 3, on fait soit du mana bleu, soit du mana rouge en l'engageant. Et pour 4, donc en faisant soit du rouge ou du bleu, on l'engage et on le sacrifie et on pioche 2 cartes. Voilà, donc il fait quand même là aussi plutôt bien le travail. Et enfin le talisman de créativité. Pour 2 qui permet de faire du mana incolore et d'ajouter soit du mana rouge ou du mana bleu, mais en contrepartie il nous afflige une blessure. Bon, ça nous fait généralement pas trop peur, hein. Une fois qu'on est fixé, le talisman de créativité il sert surtout à faire de l'incolore. Mais il permet quand même de caster des trucs assez rapidement, donc c'est forcément très très fort. Ensuite, la griffe du dragon. À chaque fois qu'un joueur lance un sort rouge, vous gagnez un point de vie. On en joue, ça permet de tempo énormément. Voilà, en fait ça fait gagner du temps tout simplement. Ça permet de mettre notre compteur de points de vie soit au retour de point de départ, soit à plus, et du coup forcément après on peut plus subir les phases d'attaque, notamment contre des decks aggro. Et en plus forcément elle est bien flavor cette carte, parce que griffe du dragon, évidemment. Tout est raccord. Et enfin, outil de combustion. Pour 1, alors c'est plutôt une carte qui est jouée, qui à mon avis est plus forte en scellé, mais que je joue quand même, parce qu'elle me permet de faire le travail aussi en début de game. Pour 1, une fois qu'il est posé, pour un rouge on le sacrifie, il inflige une blessure au joueur ciblé, et il permet de piocher une carte. Donc en gros, généralement on le sacrifie très très vite, mais pour 1+1, ça permet de mettre une blessure et de piocher. Donc on est assez content. Et enfin pour vous, je vais terminer du coup en vous parlant des quelques landes que je joue qui ont un intérêt. Je ne vais pas vous présenter les îles et les montagnes bien sûr, je vais vous présenter les quelques bilandes que je joue et les incolores. Alors je vais commencer, ça me semble évident, par la tour du reliquaire, qui elle aussi nous permet de ne plus avoir de limite au nombre de cartes dans notre main, donc forcément ultra utile dans ce pack, et faire du mana incolore. Ensuite, Ash Barrens, on l'engage, elle fait du mana incolore, mais il a aussi le Basic Landing 1. Donc pour 1, on se défausse de cette carte et on cherche dans notre bibliothèque une carte de terrain de base, on la révèle, on la met dans notre main et ensuite on mélange notre bibliothèque. Donc en fait ça nous permet aussi de nous fixer, d'aller chercher l'île ou la montagne dont on aurait besoin. Ça fait bien le travail. C'est à peu près sur le même principe qu'un grand classique, les étendues sauvages en évolution, Evolving Vibes. Mon anglais est dégueulasse, je m'en excuse. Donc, on les sacrifie, on va chercher une carte de terrain de base qu'on met sur le champ de bataille engagé et on mélange ensuite notre bibliothèque. Donc voilà, ça nous permet aussi, là encore, d'aller chercher la montagne ou la forêt, la montagne ou l'île dont on aurait besoin. Et ensuite, je joue 2 terrains incolores. Alors, celui-ci est très spécifique au commandeur, le palais d'Opale.
Il fait du mana incolore. Pour 1 et en l'engageant, ça nous permet de rajouter un mana de n'importe quelle couleur de l'identité de notre commandant. Si vous dépensez ce mana pour lancer votre commandant, il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire égal au nombre de fois qu'il a été lancé depuis la zone de commandement pendant la partie. Donc en gros, ça nous permet de payer 7, mais d'avoir un Div-Z qui est 6/6, par exemple. Et sinon, bah voilà, ça permet aussi tout simplement de nous fixer, en fait, tout simplement. On est content. Le Temple de la Reine des Dragons, bien flavor aussi. Au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte de dragon dans votre main. Des fois on en a, des fois on n'en a pas, mais même si on n'en a pas, c'est pas grave du tout. Si on révèle une carte de cette façon, il arrive dégagé sur le champ de bataille. Et du coup, bah, c'est très fort parce qu'on peut s'en servir tout de suite. Et au moment où il arrive sur le champ de bataille, on choisit une couleur, donc généralement rouge ou bleu, hein, vous vous en doutez, et vous ajoutez un mana de la couleur choisie. Donc en fait, c'est pareil, ça fixe. Il peut même fixer en arrivant dégagé. C'est vraiment très fort. Et ensuite, on joue 4 Biland. Alors je joue pas la porte d'Izet parce que c'est quand même pas très très fort. Malgré tout, je joue le lac des Hautes Terres. En soi, je pourrais faire rentrer la porte de la guilde. Je n'ai pas pensé à la faire rentrer là, mais le lac des Hautes Terres fait la même chose. Faire du mana rouge ou du mana bleu, mais en arrivant engagé. De la même façon que les falaises des eaux vives, à la différence que quand elles arrivent sur le champ de bataille, vous gagnez un point de vie. Donc on est quand même globalement content. Ça fait un petit effet en plus. Le campus de Prismari, que j'ai rentré aussi parce que c'est extrêmement fort. Quand il arrive sur le champ de bataille engagé, il permet de faire du mana rouge ou du mana bleu, mais il a, pour 4 et en l'engageant, faire regard 1. En fin de partie, quand vous avez une Div-Z sur le champ de bataille et que vous avez assez de mana pour faire ça, vous piochez beaucoup, mais surtout vous allez piocher au bon moment ce dont vous avez besoin parce que vous avez appliqué votre regard. Donc il est vraiment très utilitaire et on est très content de l'avoir. Et enfin, les chutes de soufre qui arrivent sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez déjà une île ou une montagne, donc les terrains de Dominaria, très très forts. Voilà. Donc j'en ai terminé pour cette petite deck tech, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si j'en referai une, peut-être que j'en referai une, parce que si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi ça m'a bien plu de vous parler de mes petites cartes Magic, de hop, tout ce pâté là. Et des landes qui sont ici. Alors à savoir que, parce que j'aime bien pimper un peu, je joue les landes principalement les landes d'Unstable. Donc ces magnifiques illustrations de John Haven. Voilà, alors vous me direz si cette vidéo vous a plu, donc cette petite deck tech Niv-Mizzet par 1. Voilà, n'hésitez pas à me redire ça dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu. Et peut-être à bientôt pour parler du meilleur jeu du monde, Magic. Allez, salut tout le monde.